Alors, pour faire simple, je vais restituer un cas d'usage extrêmement intéressant et extrêmement novateur que nous avons eu la chance de faire aux côtés du centre médical universitaire de Amsterdam. L'objectif et le sujet principal, hein, ça tourne autour du cancer pour la suite de cette présentation et sur l'amélioration de la réponse métastasique grâce aux technologies SaaS. Donc c'est ça le sujet, hein, qui va être ouvert sur cette partie de matinée. Le cas d'usage est très simple. On a des patients qui sont touchés par des cancers colorectaux. Comme on le sait, pour 50% des patients qui ont un cancer colorectal, malheureusement, il y a un développement qui se passe métastasique, hein, dans le foie. Donc en fait, on va étudier précisément ces cas-là. Donc en se basant sur ces patients et en se basant sur donc, une analyse des CT scans de ces patients, donc des images qui sont au format DICOM pour ceux qui connaissent, on va donc essayer, à travers une méthode que je vais décrire un petit peu plus tard, de évaluer la réponse à une chimiothérapie. D'accord ? Les technologies et la technologie principale utilisée, c'est du SaaS, c'est ce qu'on appelle SaaS DLPi. Je vais prendre 1 minute ou 2 pour justement présenter, je m'entends en double, pour présenter ce qu'est justement SaaS DLPi. Donc SaaS DLPi, en fait, c'est un framework de deep learning. Je vais rentrer un petit peu dans le détail. Ce framework, déjà, première chose, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet de faire de la transformation d'images. Donc, il va traiter tout type de données, notamment des images. Et sur ces images, qu'elles soient de n'importe quel format, et notamment du format DICOM et même des imageries 3D, on va être capable de faire des transformations qui vont permettre non seulement de charger ces images, de les comparer, de les augmenter, d'inverser les pixels, etc., etc. Ça, c'est bien évidemment la phase, comme vous pouvez connaître, hein, de façon très courante, de data préparation. La data préparation se fait également à travers notre API qui s'appelle SaaS DLPi pour justement transformer les images et les rendre compréhensibles par l'ordinateur. Donc, ce que fait en fait, dans une première étape, DLPi, donc SaaS, c'est il prend ces images et il les transforme en données qui sont intelligibles. D'accord ? Une fois qu'il a fait ça, il utilise des algorithmes. Ces algorithmes sont extrêmement poussés et pour ceux qui ne connaissent pas, je me permets de faire une toute petite introduction. Ça se base exactement sur le fonctionnement du cerveau humain, c'est-à-dire sur le fonctionnement d'un neurone. Un neurone, on dit qu'il est excité s'il reçoit une réponse, un stimulus qui entraîne donc la formation dans la cellule d'un signal bioélectrique. C'est le même principe qu'on a transcrit et qui a été transcrit dans le domaine de la data. Ce qui se passe, hein, c'est qu'en fonction des informations qu'on va envoyer, il y a certains neurones qui vont s'activer ou pas et qui vont permettre à la fin de donner une réponse, d'accord ? La réponse sur laquelle on aura entraîné cet algorithme, d'accord ? Donc c'est ça ce qui va permettre aussi de pouvoir améliorer l'apprentissage de ces images. On est obligé de faire appel à ce type d'algorithme parce que, comme vous savez, une image, à la différence d'une donnée classique, hein, structurée, elle a énormément d'informations et elle a besoin justement d'un modèle de ce type pour pouvoir vraiment donner une réponse et comprendre les données en entrée. D'accord ? Donc avec DLPi, on a justement beaucoup de capacités en deep learning, hein, beaucoup de capacités de modèles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a des modèles qu'on est capable de retranscrire, qu'on réutilise et qui nous permettent justement de pouvoir améliorer sans cesse les prédictions sur justement tous ces traitements de l'image. D'accord ? Je cache un peu l'image, mais ce n'est pas très important de toute façon. L'autre point important, et on travaille avec pas mal de clients actuellement sur ces sujets-là, c'est le fait qu'on puisse déployer ces modèles d'images. Donc, une fois qu'on a appris sur ces images, hein, notamment sur la détection, par exemple, de tumeurs, la détection de métastases, on est capable de les déployer. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ça ? Ça veut dire qu'on est capable, sur des nouvelles images qui vont rentrer, hein, donc sur de nouveaux scanners, de pouvoir directement donner une réponse si oui ou non il y a une présence de tumeur. De donner une réponse si oui ou non la tumeur a augmenté. D'accord ?
ce type d'information. Donc, ce qui se passe, c'est que non seulement on va pouvoir donner cette réponse de façon courante en faisant des traitements en batch sur des serveurs, comme vous le faites traditionnellement aujourd'hui, ou alors on est capable aussi de se déployer dans des machines, sur des cartes graphiques. Je ne vais pas parler de ces cas d'usage parce qu'ils n'ont rien à voir avec le médical, mais juste par exemple, on est capable de se déployer dans des drones pour faire de la surveillance. On est capable de se déployer également dans des caméras de vidéosurveillance. C'est des cas pour vous dire que les déploiements SaaS aujourd'hui sont extrêmement poussés et peuvent se faire dans plein d'environnements différents. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé de DLPy. Pourquoi DLPy? Donc, DL, vous avez compris, c'est Deep Learning et Py pour Python. D'accord? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a ouvert cette API, on a ouvert ce framework à des utilisateurs qui sont capables de faire du Python. Donc, c'est un peu aujourd'hui pour vous montrer, et Julia le montrera après dans la démo qui suit, l'ouverture de SaaS à d'autres langages de programmation et la possibilité de faire appel aux algorithmes SaaS à travers d'autres compétences de programmation que la compétence SaaS qui est très présente dans les entreprises, mais qui aujourd'hui, bien évidemment, est complétée par d'autres compétences. D'accord? Maintenant, je vais rentrer dans le cas d'usage, une fois que je vous ai présenté un peu la technologie qui a été utilisée à Amsterdam. Donc, pour ce cas d'usage, donc, je vais simplement présenter l'UMC Amsterdam. Je cache un peu l'écran. Donc, l'UMC Amsterdam, ce qui se passe, c'est que, bon, c'est l'un des plus grands centres d'oncologie en Europe. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a 1100 chercheurs qui travaillent sur le cancer au quotidien. Et c'est un centre qui est extrêmement novateur, qui publie plus de 1000 articles par an et qui a comme devise, entre guillemets, de permettre à chaque patient de contribuer à la santé des prochains. D'accord? C'est un peu leur devise. Pourquoi? Parce que justement, ils disent qu'ils essaient en permanence d'apprendre des patients précédents pour mieux appréhender la maladie des suivants. D'accord? Donc, ce qui se passait jusque-là, c'est qu'il y avait des radiologistes, c'est sans doute comme ça dans vos établissements, parce qu'aujourd'hui en France, on continue de travailler de cette façon-là. Il y a des radiologistes qui évaluent manuellement des tumeurs sur des scanners et qui ont bien évidemment une réponse qui est totalement humaine. Il y a forcément une marge d'erreur qui est liée à cette réponse, qui est normale, l'erreur est forcément humaine, entre guillemets, l'erreur est humaine, et aussi du fait qu'il y a des fois des tumeurs qui ne sont pas visibles à l'œil nu ou qui sont difficilement visibles. Donc on peut se retrouver des fois avec des erreurs, et l'enjeu principal, c'est de pouvoir essayer de faire en sorte de voir si un algorithme est capable d'améliorer justement la prédiction des tumeurs. D'accord? Donc, plusieurs challenges. Déjà, la précision. On ne peut pas se tromper sur ce type de sujet. Si bien évidemment, on dit que ça n'est pas une tumeur et que c'en est une, il peut y avoir bien évidemment des compétences qui sont gravissimes. Donc ça, la précision, elle est obligatoire dans ce cas-là. D'accord? Bien sûr, on va parler d'image. On parle de CT scan, on parle d'image au format DICOM, ce qui veut dire aussi de la volumétrie. On a travaillé sur 200 patients, d'accord? Donc 200 patients avec des images avant et après chimiothérapie. Ça fait quand même une volumétrie qui est importante. Donc il y a eu un test évidemment qui a été fait sur le soutien de cette charge justement en termes de volumétrie. Et on vous le présentera après de façon un petit peu succincte. Mais SaaSVaya justement aujourd'hui est dimensionné pour supporter des volumétries importantes. Et bien sûr, donc là, c'est la personne avec laquelle nous avons travaillé, qui s'appelle Gert Casimir, aux Pays-Bas, qui a précisé que si jamais on livrait des résultats sans la possibilité d'interpréter ces résultats, ça n'était même pas la peine de continuer le projet. Il fallait absolument qu'on livre des résultats qui soient compréhensibles par les chercheurs et que cette plateforme, à la fin, soit ouverte aux chercheurs. Donc ça, c'était vraiment les enjeux principaux de Amsterdam. Donc, je vais rentrer un peu dans le détail. Donc, première phase, qu'est-ce qui a été fait? Il y avait deux principaux enjeux. Premier enjeu, c'était de détecter dans la radio, dans le scanner, pardon, le foie. Il fallait bien évidemment segmenter le foie, être capable de savoir où se situait le foie, quelle que soit la position du patient quand il est passé au scanner, qui peut bien évidemment
faire varier la position du foie en fonction de l'image. Ça, c'est la première évidence. Et le deuxième enjeu, c'était bien sûr de détecter ensuite ces lésions, détecter ces métastases, en l'occurrence, qui s'étaient développées dans le foie, comme je l'ai dit tout à l'heure, suite à un cancer colorectal. Donc, à la fin, l'objectif était de pouvoir visualiser le foie et les lésions dans un outil 3D de visualisation. Donc ça, c'était l'objectif. Il fallait segmenter ces informations. Déjà, j'arrive directement au résultat. On avait parlé du premier enjeu. Le premier enjeu, c'était la précision. On a constaté que pour environ 96% des cas patients, donc quand on avait une image qui avait une qualité satisfaisante, on avait une segmentation du foie qui était précise. Donc 96% des cas qui étaient justes. On se trompait que pour 4%. Pour la segmentation des tumeurs, on a détecté 82% des tumeurs qui étaient identifiées. D'accord ? On est déjà dans des résultats qui sont extrêmement prometteurs. Et ce qui a été fait dessus, sur ces tumeurs, ensuite, c'est une mesure pour évaluer la réponse. L'objectif était de construire une méthodologie d'évaluation de la réponse à la chimiothérapie. Donc on avait 2 scanners, un scanner avant chimiothérapie, un scanner après, et on essayait d'évaluer si oui ou non le cancer avait progressé ou avait, bien sûr, on l'espère, diminué. D'accord ? Donc on essayait d'évaluer la réponse en mesurant la taille des différentes métastases. Donc il y avait non seulement la détection de ces métastases et la mesure ensuite pour savoir s'ils avaient diminué, s'ils avaient rétréci, et si de ce fait on pouvait parler de réponse. D'accord ? Donc là, on arrive sur un dashboard qui va justement vous permettre de restituer déjà l'échantillon sur lequel que nous avions à disposition. Pardon. Donc, ce qui avait été fait, on était sur 213 patients. Sur ces 213 patients, les oncologues avaient déterminé que après chimiothérapie, 110 patients étaient restés stables, c'est-à-dire que leur cancer n'avait ni évolué, ni diminué, si je puis me permettre le terme. 86 étaient en réponse sur ces 213 et malheureusement 17, malgré la chimiothérapie, avaient une progression du cancer. Donc vous voyez également la répartition d'âge. Donc on a une répartition d'âge qui a son maximum sur la tranche 50-65 ans et une majorité d'hommes, ce qui n'est pas forcément représentatif, comme vous le savez, parce qu'on n'a que 213 patients. Ça ne veut pas dire que les hommes sont plus touchés par le cancer colorectal que les femmes. C'est simplement sur l'échantillon que nous avions à disposition. Donc, ce qui a été fait, comme je l'ai dit, c'est une fois qu'on avait segmenté ces lésions, être capable de les représenter sous forme de tranches, de différentes tranches d'images en 2D, et de pouvoir ensuite mesurer la taille de ces lésions et de comparer quelle était la taille avant et après, pouvoir justement identifier. Donc, voici les résultats. Donc, ce que vous voyez à l'écran, on est toujours sur un rapport de visualisation, mais ce que vous voyez à l'écran, c'est on retrouve ce que je vous ai présenté précédemment. En couleur, vous avez en rouge les patients pour lesquels on avait évalué une progression du cancer. Donc ce sont les oncologues qui avaient évalué cette progression. En orange, on a les personnes qui avaient été évaluées comme stables. Et en bleu, ceux qui ont eu réponse. Sur le diagramme de gauche, on constate quand même que l'analyse qui a été faite, donc là c'est vraiment l'algorithme qui a fait un calcul et qui a comparé les dimensions des métastases, on voit ici en fait que c'est quand même conforme à ce que disait l'oncologue. C'est-à-dire que ceux qui sont en progression ici ont bien eu une augmentation des diamètres des métastases, pardon. Ceux qui sont évalués comme stables ont eu une diminution qui est peu significative et ceux qui ont une réponse, ici, on voit quand même une diminution qui est plus importante. D'accord ? À droite, par contre, on a le volume total, en fait. C'est-à-dire qu'on a fait la somme de l'ensemble des volumes de toutes les métastases et on a fait la même analyse. Et là, on constate un peu plus de disparité en termes de résultats. On constate qu'on a des patients qui étaient évalués comme ayant, là je rentre justement dans le détail, ayant une réponse
par l'oncologue, mais pourtant, quand on regarde à droite, on voit qu'on a 2 ou 3 patients qui ont eu pourtant une augmentation du volume total de leur tumeur. D'accord? Donc, il faut justement voir pourquoi ça a été évalué comme tel par l'algorithme et il y a une telle divergence d'avis entre l'algorithme et l'oncologue. Donc, on peut rentrer dans justement, dans la radio, dans le scanner 3D du patient. Et on voit avant, à gauche, avant chimiothérapie, à droite, après chimiothérapie, que en effet, les volumes, donc si on prend un métastase unitaire, on constate que le métastase était peut-être plus gros avant. Cependant, il y a un nombre de métastases qui a augmenté après chimiothérapie. Donc en fait, le volume calculé a bien réduit si on prend les métastases unitaires, mais quand on fait la somme totale, au final, on a une augmentation et donc une réponse qui n'a pas fonctionné pour ce patient. Donc là, on voit vraiment comment l'algorithme a fonctionné. L'algorithme, lui, a vraiment identifié que ce patient avait un cancer en progression, alors que pourtant, l'oncologue, lui, ne l'avait pas vu sur ces images. D'accord? On peut également voir ça d'une autre manière, justement, et ça, c'est la partie interprétabilité. Hein. Là, je cache un peu l'écran, donc ça, je me rabaisse un peu pour que vous puissiez voir. Mais sur l'interprétabilité, justement, comment on a interprété les résultats, on a restitué, sous forme, encore une fois, de dashboard, comme l'a montré Caroline précédemment, justement, quelle était la différence entre les métastases avant et après, sous la forme, en fait, d'une restitution type diagramme en bulle. Le diagramme en bulle, en fait, on récupérait la taille des métastases en fonction de la taille des bulles et leurs coordonnées. Et on constate, en confrontant les deux scanners, qu'on a bien ici un métastase qui était plus gros avant, par exemple ici, hein, avant chimiothérapie qu'après, donc il y a eu une diminution. Cependant, on voit qu'on a beaucoup plus de points orange, et les points orange, ça correspond aux métastases après chimiothérapie. Donc on constate qu'on a eu une évolution du cancer pour ce cas-là, et non pas une réponse. D'accord ? Ce qu'il faut retenir, ce que vous devez garder en mémoire simplement, c'est le témoignage du docteur, justement, de ce professeur en chirurgie et du directeur, justement, de la chirurgie oncologique à Amsterdam, qui dit que nous sommes désormais capables d'automatiser totalement l'évaluation de la réponse. Et ça, c'est une vraie grande nouvelle. Le process n'est pas seulement rapide, il apporte une précision supérieure par rapport à quand il était géré par l'humain. Pourquoi ? Les quelques points à retenir, c'est le fait, bien évidemment, qu'on a une technologie qui est extrêmement poussée, extrêmement novatrice, qu'on a un process qui va, bien évidemment, être amélioré au quotidien, parce que là, on était sur 213 patients, mais on va augmenter de plus en plus le nombre de patients sur lesquels on va apprendre. Et donc, les chiffres que je vous ai montrés de 82 et 96% vont forcément s'améliorer. Hein. C'est la loi des grands nombres, vous la connaissez. On a aussi restitué un rapport qui soit compréhensible et qui est mis aujourd'hui à disposition de 1100 chercheurs à Amsterdam. Et ça, c'est aussi un point qui était très important et à mon sens, un point qui est capital pour, on va dire, la santé de demain. Si jamais on fait appel aux algorithmes, il ne faut absolument pas négliger l'avis des chercheurs et il ne faut pas les mettre de côté dans le process de décision. Il faut qu'ils gardent, bien évidemment, une interprétabilité de ce qui est fait par les modèles d'intelligence artificielle. Et je vous remercie pour cette présentation.